Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. C'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve pour un sujet d'actualité. Vous le savez peut-être déjà, le chef de l'État vient de promulguer la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et pour essayer d'analyser ce sujet qui défraie la chronique depuis ce mercredi dans la capitale, nous avons reçu sur ce plateau le professeur Jean-Louis Sambo. Il est professeur d'université, mais surtout, il vient dans sa casquette des constitutionnalistes. Et avec lui, nous allons voir l'important de cette cour, la mission qui lui est dévolue et ce que les Congolais peuvent attendre. Professeur, bonsoir. Bonsoir Charlie. Voilà, prof, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler de ces sujets. Je me souviens, il y a une année, on parlait de la Cour constitutionnelle avec vous sur ce plateau. Aujourd'hui, la loi organique vient d'être promulguée presque 3 ans après. Est-ce déjà un motif de satisfaction pour vous? Personnellement, j'éprouve un motif de satisfaction parce que vous parlez de 3 ans, mais si l'on doit partir de la procédure d'initiative législative qui a amené à ce que la loi sur la Cour constitutionnelle puisse être adoptée par le Parlement, je parie que le délai est au-delà de 3 mois et que ça a pris trop du temps parce que c'est d'abord une loi organique qui devrait être adoptée en termes identiques entre les deux chambres du Parlement. Tel n'a pas été le cas, mais qu'également la loi devait être censurée par le juge constitutionnel en la personne de la Cour suprême de justice. Et ça a pris du temps pour que la Cour suprême puisse trancher. Elle s'est prononcée à 2 reprises. Et plus d'une fois, le président l'a renvoyé, la loi, disais-je, au Parlement pour une autre lecture. Et c'est comme ça que, pour moi, c'est une satisfaction qu'enfin, le chef de l'État ait déjà promulgué cette loi qui indique que la Cour devra être effective dans les 6 mois à partir du moment où la loi a été déjà promulguée. Oui, prof, la Cour constitutionnelle sera bientôt opérationnelle si on s'en tient à cette ordonnance. Mais pour les communs de mortels, quelle est la différence entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême actuelle? La Cour suprême de justice, je veux dire. D'abord, la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction qui a été régulièrement prévue par les constitutions qui ont régi notre pays, mais qui n'a jamais eu la chance d'être effectivement installée. Et ces attributions ont été provisoirement exercées par la Cour suprême de justice. De ce point de vue, il y a une différence entre une Cour suprême de justice et une Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle va être une juridiction autonome dont les attributions ne vont pas être exercées par une autre juridiction. Notamment aussi par sa composition. La Cour constitutionnelle à venir va être composée de 9 membres, ce qui n'est pas le cas par rapport à la Cour suprême de justice actuelle. Les 9 membres dont 3 vont être désignés par le chef de l'État à sa propre initiative, 3 par les magistrats autour du Conseil supérieur de la magistrature et 3 par les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Déjà au niveau de la composition et de l'origine des magistrats qui vont composer la Cour constitutionnelle, il y a une différence avec la Cour suprême de justice parce que pour la Cour suprême, les magistrats sont tous nommés par le chef de l'État sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature parce qu'ils sont régis par le statut de magistrat. Alors, les attributions de la Cour constitutionnelle sont énormes, mais je n'en citerai que quelques-unes. Par exemple, que la Cour constitutionnelle est le juge du contentieux électoral et référendaire, élections législatives nationales et élections présidentielles, que la Cour constitutionnelle va être le juge pénal du chef de l'État, du Premier ministre, lorsque ces deux personnalités se rendent coupables des infractions contre la Constitution ou contre le droit pénal général ou spécial. C'est la Cour constitutionnelle qui va être compétente. La Cour constitutionnelle est également compétente pour trancher des conflits de compétences entre institutions, Oui. par exemple entre le gouvernement, le Parlement, ou le chef de l'État, ou entre l'institution nationale et l'institution provinciale. C'est la Cour qui va trancher. La Cour constitutionnelle connaîtra également et surtout le contrôle de constitutionnalité de lois, c'est-à-dire les lois organiques et les règlements intérieurs des chambres parlementaires, avant d'être appliqués, avant d'être promulgués, doivent passer par la Cour constitutionnelle qui le vérifie minutieusement si l'une ou l'autre des dispositions n'aurait pas violé la Constitution. Voyez-vous que la Cour constitutionnelle a beaucoup de prérogatives et que ces attributions, même si elles sont exercées par la Cour suprême de justice,
celle-ci ne le fait que provisoirement. Oui, mais est-ce que, prof, au stade actuel, 6 mois, c'est pas beaucoup, c'est bientôt là. Est-ce que nous avons l'expertise nécessaire pour avoir des juges qui seront capables de faire ce travail-là? Je crois que ce qui importe, c'est d'abord d'enclencher le mécanisme de désignation des membres qui vont composer la Cour constitutionnelle. Maintenant, pour le chef de l'État, ça ne me pose aucun problème parce qu'à tout moment, il peut désigner les 3 membres de la Cour constitutionnelle. Pour le Conseil supérieur de la magistrature, il devra pouvoir se réunir Oui. en session ordinaire ou extraordinaire, je dirais mais extraordinaire, pour uniquement désigner les 3 membres Oui. et envoyer ces membres auprès du chef de l'État. Pour le Parlement, il faut que les 2 chambres se réunissent en congrès, convoqués uniquement pour désigner les 3 membres. Et lorsque les 9 membres vont devoir être désignés, ils se mettront ensemble pour rédiger leur règlement intérieur qui vont déclarer conforme à la Constitution. Et puis, ils vont désigner leur président, parce que le président de la Cour constitutionnelle doit être élu par les pairs. Oui. Et à ce moment-là, il faut que le gouvernement puisse disponibiliser un bâtiment, par exemple, dans lequel la Cour va devoir siéger. Je sais qu'il y a un bâtiment qui est en construction derrière le ministère de la Justice. Il faut maintenant que d'ici 6 mois, que ces bâtiments puissent être prêts à recevoir les membres de la Cour constitutionnelle pour qu'ils siègent effectivement. Et aujourd'hui, on rattache un parquet général auprès de cette cour, bien sûr pour rechercher des infractions qui devront être connues par cette cour. Mais quel sera le mécanisme de collaboration entre, par exemple, la Cour constitutionnelle et les autres cours, notamment la Cour de cassation et le Conseil d'État? Non, la Cour constitutionnelle, il est le gardien de la Constitution. Oui. Il est le protecteur de la Constitution. Il est le protecteur des droits de l'homme et des libertés publiques. C'est la Cour constitutionnelle qui en soi est l'instrument au service de l'effectivité de l'état de droit dans notre pays. Oui. De ce point de vue, ces attributions sont claires, différentes des attributions de la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est une juridiction suprême sur le plan judiciaire qui connaît par exemple de pourvoi en cassation contre une décision qui aurait été rendue en premier ressort, en deuxième ressort. Et s'il y a un pourvoi, la Cour de cassation intervient. Oui. Voyez-vous, le Conseil d'État, c'est une juridiction administrative suprême qui contrôle la légalité des actes administratifs. Qui n'aurait pas respecté le principe de légalité, qui aurait violé la loi, ça relève du Conseil d'État. Voyez-vous, donc il y a une répartition des compétences entre ces juridictions, de sorte qu'il n'y a pas risque qu'une juridiction s'y mixe dans les attributions d'une autre. Alors, il y a aussi la même loi prévoit des conseillers référendaires. Quel sera leur travail? Savez-vous, lorsque vous regardez comment fonctionne la Cour suprême de justice américaine, il y a des membres, des juges à la Cour suprême, mais qui travaillent avec des experts. Oui. Des experts issus du barreau, issus de la magistrature, issus des universités. Les experts qui ont un cursus universitaire appréciable, voyez-vous? Et ceux-là font le relais entre l'université et la pratique judiciaire. Par exemple, lorsqu'il y a une question des doctrines qui a évolué sur tel ou tel autre point, ces experts amènent cette évolution auprès des membres de la Cour. Et donc, le conseiller référendaire, c'est le préparateur technique de dossiers au service des membres de la Cour. Il travaille pour les membres de la Cour, et je dirais, il travaille pour la Cour, il prépare techniquement des dossiers au profit des membres, et c'est seuls les membres qui siègent et qui décident en âme et conscience sur le travail préliminaire qui aurait été en amont préparé par les conseillers référendaires. Oui, alors si nous devons revenir sur les attributions de la Cour suprême, plutôt de la Cour constitutionnelle, professeur. Aujourd'hui, il y a plusieurs cas qui sont dénoncés, des violations. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle parfois des téléjuristes qui passent pour dire que tel article a été violé. Est-ce que ce parquet-là qui est rattaché à la Cour constitutionnelle sera-t-il à mesure vraiment de déférer devant la Cour toutes ces infractions? Mais écoutez, le parquet près la Cour constitutionnelle, d'abord il est dirigé par un haut magistrat qui s'appelle le procureur général, qui sera secondé d'un ou de plusieurs avocats généraux. Ils feront le travail que ferait un procureur. Ils rechercheront les infractions et ils vont, s'ils échouent, ils pourront décider de déférer les gens devant la Cour constitutionnelle. C'est ça le travail. C'est comme font le parquet actuel. Oui. Ils vont faire le travail comme par le passé. Mais apparemment, prof, les infractions à la Constitution, les fraudes, par exemple, à la Constitution, apparemment... Donc, le problème, c'est que là également, au-delà de l'action pénale qu'exerce un procureur,
Mais le procureur général ou le parquet général après la Cour constitutionnelle interviendra par ses avis sur les dossiers traités par la Cour. Ils donneront leurs avis éclairés, s'entend. Alors, maintenant la question c'est, les téléjuristes, non. Dans un état de droit, et j'espère que notre pays est un état de droit, la seule autorité habilitée à interpréter la Constitution, c'est le juge constitutionnel. Oui. Même moi, professeur d'université, j'ai un avis que je peux donner sur la Constitution, mais je n'ai pas autorité d'interpréter la Constitution. L'interprétation qui vaut est celle qui est donnée par le juge. Et je crois que cette fois-ci, le juge constitutionnel congolais pourra utilement être sollicité pour donner son interprétation sur les dispositions constitutionnelles qui prêtent à confusion et même les dispositions de la loi qui pourraient éventuellement être considérées comme contraires à la Constitution. C'est ça son travail. Parce qu'il est aussi le juge de la constitutionnalité. Oui. Il est le juge de la conventionnalité. Oui. C'est ça son travail. Et j'ai formulé le vœu de voir cette juridiction être composée des personnalités qui ont le sens du devoir. Je ne doute pas que dans cette juridiction, qu'il y ait des personnes compétentes. Surtout que la Constitution et la loi indiquent que, entre autres conditions, c'est avoir une expérience de 15 ans dans le domaine juridique ou politique. Et donc le Congo a beaucoup de concitoyens qui peuvent entrer dans cette cour, pourvu qu'on en fasse un bon choix de la part du chef de l'État, de la part du Parlement et de la part des magistrats. Alors, prof, est-ce que si on peut rappeler aussi à l'intention de ceux qui écoutent, qui nous suivent, quels sont les mots de saisine de la Cour constitutionnelle? Ça dépend de quelles compétences la Cour constitutionnelle exerce. Par exemple, lorsque la Cour constitutionnelle constate la vacance, à la tête du pays, par exemple, préalablement à la saisine de la Cour, il faudra, à supposer que la vacance intervienne à la suite d'un décès. Il faudra que le décès ait été constaté par un médecin. Voyez-vous? Oui. Il faudrait qu'également le gouvernement prenne acte que le président est décédé pour que la Cour, par un arrêt, rende un arrêt constatant le décès et constatant la vacance. Voyez-vous? La procédure sur ce point-là, elle est tout à fait différente d'une procédure, par exemple, du contrôle de la constitutionnalité de loi. Lorsque une loi est déférée devant la Cour pour que celle-ci examine sa conformité à la Constitution, généralement dans la procédure prévue par la loi qui organise la Cour, si la requête est introduite devant le greffe, naturellement le greffe transmet le dossier auprès du président, qui désigne un conseiller rapporteur. Le conseiller rapporteur étudie le dossier, il lit le dossier, il peut poser le devoir d'instruction pour préparer un dossier technique à soumettre à la plénière de la Cour. En même temps que le parquet est sollicité pour donner son avis. Et donc, il y a une procédure à la fois contradictoire publique, mais également une navette du dossier qui se fait entre la Cour et le parquet. Et le parquet donne son avis. Et lorsque le parquet retourne son avis, le conseiller qui avait été désigné prépare maintenant un rapport, des rapports prédéfinitifs, qu'il y soumet à la plénière. Et la plénière, soit de la chambre ou de la section, qui est constituée ainsi, prend la décision avec échange de tout le monde, tout ça, etc. Et la décision qui est sortie, c'est une décision de la Cour tout entière. Et à chaque étape, disons, des indications portées au dossier par le conseiller rapporteur peuvent évoluer, tout comme elles peuvent demeurer constantes. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, ça dépend de chaque matière, mais généralement, la loi prévoit des procédures communes à toutes les matières, mais également des procédures spécifiques à toutes les matières. Et ça demande toute une émission pour qu'on puisse faire ça. Très bien, prof. Alors, ça veut dire que, par exemple, en matière pénale, on ne peut pas saisir cette cour par voie d'action? Non, on ne peut pas la saisir par voie de citation directe. Parce que, ça s'est exclu. Parce que les justiciables de cette cour, dit la Constitution, c'est le chef de l'État et le Premier ministre. Il n'y a que ceux-là. Alors, à supposer, privilège de juridiction et même de poursuite. Oui. Alors, lorsque une infraction est dénoncée contre ces deux personnalités, ces deux autres personnalités, le procureur général ne peut ouvrir une information judiciaire que s'il est autorisé par le Parlement. Donc, le Parlement autorise
que le procureur général ouvre une information judiciaire, transforme ce dossier en dossier pénal, et si, après investigation, après enquête, le procureur général estime qu'il peut saisir la Cour pour que celle-ci connaisse du fond de l'affaire, évidemment, le procureur général doit être autorisé par le Congrès, qui cette fois-ci décide de la mise en accusation du président de la République ou du Premier ministre, et le procureur général ne fera que soutenir l'accusation devant la Cour. Voyez-vous que ce n'est pas facile, le système est trop lourd. Donc, ça implique une collaboration entre le parquet général après la Cour constitutionnelle, mais également le Parlement qui doit donner le ton. C'est le Parlement qui autorise que l'on engage de poursuite contre un chef de l'État ou un Premier ministre. Voilà, prof, la Cour constitutionnelle va arriver. La mission, je trouve qu'elle est très difficile, mais pourquoi on a limité, par exemple, le nombre, les années de membres? Il y en a qui sont, par exemple, le président, 3 ans renouvelables une seule fois. Pourquoi? Non, il y a d'abord, les membres de la Cour sont désignés pour des mandats de 9 ans non renouvelables. Ouais. Et que la Constitution indique également, même la loi constitutionnelle indique ainsi, que se renouvelable par tiers. Voyez-vous, le président de la République désigne 3, le Parlement 3 et les magistrats 3. Je crois qu'au niveau du règlement intérieur, ils vont devoir préciser de quelle manière ça va être renouvelé par tiers. Oui. Et si on renouvelle par tiers, bon, je prends un exemple très simple, ça dépend de quel mécanisme on va utiliser. Au bout des 9 ans, on aura renouvelé toute la Cour. Oui. Parce que, par exemple, par tiers, 3 ans, on pourra renouveler. On peut avoir l'exemple, on prendra peut-être un membre qui aura été désigné par les magistrats, un autre par le président, un autre par le Parlement. Oui. À la 6e année, on fera de la même. Et puis, à la 9e année, on aura complètement changé toute la Cour. Et ça dépendra des mécanismes qui vont être mis en place. Mais écoutez, nous ne sommes pas les premiers à le faire. Ce système s'est largement inspiré du système français. Je crois qu'il est important pour moi que les membres de la Cour, même si la Cour ne va être effective qu'à partir du mois d'avril, si on compte les 6 mois prévus par la loi, c'est indispensable que ces membres soient connus pour que pendant ce temps de transition, que ces membres prennent par exemple la précaution de voir comment d'autres cours fonctionnent. Allez-y un peu en Europe, dans d'autres pays d'Afrique, prendre contact avec d'autres cours semblables, d'autres conseils constitutionnels pour voir comment ça se fait, pour éviter qu'une fois que ces membres seront effectifs, qu'ils éprouvent des difficultés de fonctionnement. Je crois qu'on ne devra pas prendre trop du temps pour la désignation de ces membres. Il faut le faire pour leur permettre également de s'organiser, de pouvoir avoir une expérience, éventuellement s'il faut une petite formation ou un petit stage à l'étranger, il faut bien le faire. La documentation. Alors, prof, les juges de la Cour constitutionnelle est d'abord, avant tout, les juges du contentieux électoral. Quel est le travail qu'il va faire exactement en matière électorale, par exemple? Non, en matière électorale, il va être saisi sur la procédure prévue dans la loi électorale, c'est oui. tout. Par exemple, lorsque les résultats ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, résultats provisoires à 100 ans, et que s'il y a un candidat qui n'aurait pas été satisfait des résultats ainsi proclamés, il peut saisir la Cour constitutionnelle par la voie que l'on connaît, c'est d'adresser une requête et d'appuyer sa requête par des preuves pour permettre à la Cour de pouvoir se prononcer en connaissance de cause. Mais alors, si vous faites le droit comparé, si on peut prendre le cas de la Côte d'Ivoire, on le sait, où la Cour constitutionnelle donne des résultats différents de ceux de la commission électorale qui avait organisé les élections. Dans ce cas de figure, quels sont les résultats qui peuvent être acceptés? Vous savez, Charlie, je crois que j'ai eu à faire beaucoup d'émissions sur votre plateau autour de la Côte d'Ivoire. J'ai eu à indiquer les problèmes que ce pays a connus dans les comportements non simplement des individus qui animent les institutions, mais également les institutions, à savoir la Commission électorale nationale indépendante et le Conseil constitutionnel. Quand vous suivez la loi, le code électoral ivoirien, les résultats qui prévalent à l'issue d'un contentieux électoral, ce sont les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Ce ne sont pas les résultats proclamés par la Commission électorale. Seulement, ce qui s'est
s'est passé en Côte d'Ivoire lorsque le Conseil constitutionnel, juge constitutionnel, a eu à annuler ou à ne pas considérer les résultats dans certaines circonscriptions du nord de la Côte d'Ivoire, le Conseil aurait dû aller très loin, c'est-à-dire d'ordonner que la commission électorale réorganise les élections dans ces circonscriptions où les résultats de l'élection avaient été annulés. Le Conseil n'est pas allé au-delà de ça et donc il a interprété partiellement la loi au point que cette interprétation a donné lieu à ce que vous connaissez. Et puis finalement, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée avec 2 décisions contradictoires rendues par le Conseil constitutionnel proclamant 2 présidents de la République. Voilà, merci prof pour ce rappel. Nous allons revenir dans le cas de chez nous. C'est vrai que cette cour vient finalement, j'ai lu dans les commentaires dans la presse, les gens disent ça modernise un peu notre système judiciaire en République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'expert, quelles sont les grandes innovations que vous notez dans ce changement? Non, la plus grande innovation, c'est que la Cour va être mise à dure épreuve pour qu'effectivement, par elle, notre pays, qui se veut au terme de l'article 1er de la Constitution, un état de droit, le soit effectivement. Parce que la Cour a trop de pouvoir pour qu'elle ne se permette pas de décevoir les Congolais dans sa mission d'être la gardienne de la Constitution, le garant de la protection des droits de l'homme et des libertés publiques. Mais attention, au-delà du pouvoir que la Cour peut avoir, au-delà de la qualité des personnes que la Cour peut avoir, il y a autre chose. La confiance que les Congolais auront vis-à-vis de leur Cour. Parce qu'après tout, ça va être la Cour pour le Congolais. Pour ceux qui vont la composer, ils y sont de Congolais ou ils devront être de Congolais. Mais la confiance que la Cour va avoir doit être une confiance méritée. Mais est-ce que la Cour doit mériter une confiance avant d'avoir été à l'œuvre? Je dis non. Je crois peut-être que la Cour pourra avoir un de leurs de grâce. Les gens vont devoir lui faire confiance, mais que dans son comportement de chaque jour, la Cour pourra davantage mériter la confiance de la population et la renforcer. Mais alors, on voit par exemple les exemples d'autres pays où, même dans notre, je vois en France, où les anciens présidents, s'ils le veulent, sont membres de la Cour constitutionnelle. Est-ce que chez nous, on a prévu de tels mécanismes? Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi on a ouvert la brèche au-delà des juristes, on peut accepter d'autres formations? Non, chez nous, malheureusement, un ancien président de la République n'est pas membre de la Cour constitutionnelle. Malheureusement. Il n'est que membre du Sénat. Donc ça, nous n'avons pas emprunté ça de la France. Deuxièmement, pourquoi la Cour n'est-elle composée pas simplement de magistrats? Non. Parce que je vous dis, la Cour est à la fois une cour judiciaire, mais aussi une cour hautement politique. Lorsque la Cour siège comme juge électoral, elle n'est pas que judiciaire. Elle est essentiellement et fondamentalement politique. Et donc, il faut mélanger le formalisme des juristes avec peut-être la lecture politique de choses. Mais je crois qu'il y a moyen de faire une harmonie entre les juristes, même s'ils sont majoritaires par rapport aux autres, et les politiques. C'est nécessaire, mais le plus important, ce n'est pas de se focaliser sur pourquoi ceci, pourquoi cela, que la Cour soit d'abord à l'œuvre et que l'on voie comment elle va fonctionner. Je dois être satisfait d'une chose, c'est que quand vous lisez les constitutions congolaises depuis 1960 jusqu'à 2006, l'ensemble, si pas toutes les constitutions, prévoient la présence d'une cour ou d'un conseil, j'allais dire d'une juridiction constitutionnelle. Elle n'a jamais été effective, elle n'a jamais été installée. Pour au moins une fois que le Congo peut installer une juridiction constitutionnelle,
Il faut s'en féliciter. Il faut donc que les Congolais se mettent à l'œuvre pour proposer des personnes qui auront la hauteur de leur tâche afin de ne pas décevoir les espoirs de la population. Bon, là, c'est peut-être ça ne dépend pas de vous, mais prof, on a vu à la CENI comment les gens se sont battus. On a perdu du temps pour désigner les quelques membres du bureau de la CENI. Et lorsqu'on laisse cette charge, par exemple, pour le Sénat et l'Assemblée nationale de désigner leurs 3 membres, le chef de l'État, je crois que ça va être sans problème. Mais est-ce que le problème ne risque pas de venir du Parlement pour désigner le membre de cette Cour? Vous avez pleinement raison, Charlie. Du côté du chef de l'État, ça ne pourra pas poser de problème. Du côté des magistrats, certainement qu'ils vont se mettre d'accord assez facilement. C'est du côté du Parlement où il va se poser un problème. Vous voulez, je ne me permets pas de donner des indiscrétions que j'ai indiquées dans mon premier ouvrage. J'ai eu à être reçu par vous ici. Je proposais un mécanisme de désignation au niveau du Parlement, un mécanisme consensuel qui permettrait de tenir compte de différentes tendances au sein du Parlement. Évidemment, comme je ne suis pas parlementaire, je ne voudrais pas influencer la décision que les parlementaires prendront. Et si les parlementaires se mettent que même pour ce qu'on vient d'avoir comme concertation nationale, et qu'il y a lieu de s'accorder sur l'essentiel, il est possible qu'ils désignent assez facilement les 3 membres de la Cour. Certainement qu'il y aura de la bousculade. Ça, vous voyez, les parlementaires eux-mêmes chercheront, pour ceux qui n'ont peut-être pas pu avoir la possibilité d'entrer au gouvernement, qui remplissent les conditions, ils chercheront à y entrer. Et voyez-vous, les avocats et les magistrats qui n'auront pas trouvé leur compte dans l'autre facette des désignations, j'entends le Conseil de la magistrature, pourront également, sous la couverture du Parlement, chercher à y entrer. Et même au niveau des magistrats également, la lutte va être âpre, dans la mesure où ceux qui sont là, ils vont chercher à y rester, d'autres chercheront à y entrer. Or, il n'y a que 3 places, donc voilà. J'espère qu'on pourra trouver une solution là-dessus. Le plus important, c'est qu'on désigne ces membres-là, qu'on ne prenne pas trop du temps, parce que 6 mois, ce n'est pas assez. Il faut permettre à ces gens-là de pouvoir être désignés, de se préparer à assumer leurs charges. 15 ans quand même de carrière pour celui qui doit postuler, ça écarte déjà beaucoup de bonnes volontés, professeur. Vous posez des questions assez intéressantes, mais peut-être des questions provocatrices. Mais je voudrais vous répondre très sincèrement. Vous le savez que j'ai contribué à l'élaboration de la Constitution. Je me souviens, sans trahir la mémoire du constituant, que les 15 ans sont venus après. Je crois que l'expérience qui avait été exigée au départ, c'était plus que 15 ans. Parce qu'on estimait qu'à la Cour constitutionnelle, il faut des gens aguerris, des gens à forte expérience. Et nous avons trouvé un minimum de 15 ans. Et je crois que même lorsqu'on regarde dans le droit comparé, ce n'est pas lorsque vous avez une expérience de 5 ans au barreau comme à la magistrature que vous pouvez déjà réfléchir sur des questions constitutionnelles. Vous êtes magistrat. En 5 ans, je ne pense pas que vous ayez rencontré, par exemple, une question relative à la compréhension de la Constitution dans votre cursus. Si vous êtes au barreau, en 5 ans, il est possible que vous ayez déjà quitté le stade d'un avocat stagiaire vers un avocat inscrit au barreau. Mais lorsqu'on est inscrit au barreau, je ne suis pas très sûr que vous ayez suffisamment la maîtrise de ces questions-là. La preuve, c'est que quand le contentieux électoral au niveau de la Cour suprême de justice, lorsqu'on voit les avocats, ce n'est pas une injure que je l'ai fait, d'un certain niveau, lorsqu'ils interprètent la loi électorale, on sent que la manière de plaider des avocats de barreau près les cours d'appel est tout à fait différente des avocats au barreau près la Cour suprême de justice. Donc il faut quand même une certaine expérience, il faut connaître les arcanes, il faut connaître comment respire certaines juridictions. Une petite information, vous savez, quand vous regardez comment fonctionne la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, lorsque vous mettez vos pieds pour la première fois à la Cour suprême de justice, vous devez avoir peur. Peur du bâtiment, peur de la salle d'audience, peur de parler dans une audience sur une matière sur laquelle vous n'êtes pas au fait. Voilà, prof,
C'est ça, la grande difficulté. Alors, la toute dernière question, professeur, c'est l'indépendance de ces juges là, vis-à-vis du président de la République, de qui ils doivent attendre leur ordonnance de nomination. Est-ce que ça va être possible que les juges arrivent, par exemple, à prendre une décision contre les chefs de l'État qui les a nommés? Notez que le président de la République ne les nomme pas de sa propre initiative. Il y prend une ordonnance pour constater, comme il le fait, pour les membres de la CNI. Donc, ils ne sont pas redevables devant le chef de l'État, sauf moralement pour ceux que le chef de l'État désigne de sa propre initiative. Deuxièmement, l'indépendance se construit. L'indépendance, c'est un état d'esprit. L'indépendance, ça doit être l'indépendance qui caractérise le comportement de la Cour constitutionnelle vis-à-vis du service que l'on attend d'elle. Merci, professeur Jean-Louis Sambo. Je crois que, à moins que vous ayez un mot de la fin, par rapport à cette cour, je crois que vous avez 1 minute pour le dire. Le mot de la fin, je reformule le vœu de voir les acteurs politiques, de voir le chef de l'État, de voir le Parlement et de voir également les magistrats, et je parle du Conseil de la magistrature, maintenant que la loi est promulguée, de s'activer à mettre en place le mécanisme de la désignation des membres de la Cour pour permettre à ce nouveau membre de la Cour de se préparer à assumer leurs charges. Il ne faut pas attendre simplement la dernière minute pour que ces gens puissent être désignés. Ils risquent d'entrer en fonction pendant qu'ils découvrent des difficultés qu'ils auraient dû éviter s'ils avaient été informés avant. Merci, professeur, une fois de plus. Merci à vous qui avez suivi cette émission Entretien. Je le dis au début, nous avons parlé de cette ordonnance que le chef de l'État vient de prendre et qui organise, situe la Cour constitutionnelle dans notre pays, une juridiction qui va être, qui a beaucoup de missions, que le professeur Jean-Louis Sambo vient de parler tout à l'heure au cours de l'émission. Merci à vous tous pour votre attention à Télé 7 et au professeur également. Le prochain numéro, c'est déjà pour les jours qui viennent, mais dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Merci, professeur. Merci. Merci à vous.